Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. L'actualité est dominée par l'assaut des forces algériennes sur le site d'In Amenas, un assaut qui a pris fin il y a quelques instants. Pas de bilan officiel pour l'heure, mais le dénouement est dramatique selon la France. Une trentaine d'otages auraient été tués, 7 seraient encore en vie et différents pays ce soir, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, exigent des éclaircissements sur les conditions précises de cet assaut. Et on l'apprend à l'instant, les attaquants islamistes viendraient de Libye, selon les autorités algériennes. Nous serons en direct depuis Alger dans un instant et de nombreux invités nous rejoindront. François Hollande ne bouleverse pas son agenda. Le président a maintenu la cérémonie de vœux aux forces vives de la nation. Face aux chefs d'entreprise et aux partenaires sociaux, il a annoncé une nouvelle conférence sociale pour le mois de juillet. Mais dans ce contexte particulier, le président a de nouveau insisté en préambule de son discours sur l'importance de l'intervention militaire au Mali. Ce qui se passe en Algérie justifie encore davantage la décision d'intervenir au Mali, a-t-il indiqué, alors que les interrogations se font plus insistantes sur l'absence des alliés de la France. C'est une série noire pour le Dreamliner 787 cloué au sol. Les incidents de cet avion sont en train de se transformer en cauchemar pour Boeing, qui voit déjà la facture s'allonger et sa crédibilité mise à rude épreuve. Tous les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. L'intervention des forces algériennes est donc terminée sur le site gazier d'In Amenas. Information donnée par les autorités algériennes. Plusieurs otages ont été libérés, mais une trentaine d'autres seraient morts, ainsi qu'un certain nombre de ravisseurs sur place. Il n'y a pas de bilan officiel pour l'heure. Récit de la journée avec Jérôme Rabier. Fin de matinée. L'armée algérienne décide de donner l'assaut. Depuis hier, le complexe gazier d'In Amenas était encerclé par les forces spéciales. Elles ont donc choisi de passer à l'action pour tenter de libérer la quarantaine d'étrangers présents et les centaines de travailleurs algériens du site. Une intervention après 24 heures de vaines négociations. Devant le jusqu'au-boutisme de ces groupes terroristes, l'assaut a été donné ce jeudi en fin de matinée, ce qui a permis de libérer jusqu'à maintenant plusieurs otages nationaux et étrangers. 600 travailleurs algériens et quelques occidentaux, dont une française, auraient été libérés, mais de nombreux morts seraient à déplorer du côté des otages sans avoir de bilan précis de l'opération. Et elle semble se dénouer dans des conditions dramatiques. Les autorités algériennes m'informent régulièrement de la situation. Mais je ne dispose pas encore de suffisamment d'éléments pour en faire une évaluation. Un manque d'éléments donnés par Alger qui provoque des réactions des pays concernés par la prise d'otages. Londres aurait souhaité être tenu informé de l'assaut. Le Japon a demandé en vain de stopper l'intervention et la Maison-Blanche a tenu à marquer son inquiétude. Nous sommes évidemment inquiets des pertes en vie humaine et nous cherchons à obtenir des éclaircissements de la part de l'Algérie. Un assaut qui soulève donc de nombreuses questions. Paris ne souhaite toutefois pas critiquer Alger, qui a ouvert depuis vendredi dernier son espace aérien aux avions français dans le cadre de l'intervention au Mali. Voilà, et pour plus d'informations sur la fin de l'opération des forces algériennes, nous serons dans un instant en direct depuis Alger avec l'éditorialiste Al-Watan Faisal Metawi. Le président François Hollande a de nouveau insisté aujourd'hui sur l'importance de l'intervention française au Mali. Ce qui se passe en Algérie justifie encore davantage la décision d'intervenir au Mali, a-t-il affirmé, alors que les interrogations se font plus insistantes autour de l'absence, ou en tous les cas, du manque de soutien concret des alliés de la France et en particulier de l'Europe. À l'issue d'une réunion avec ses homologues européens, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est revenu sur ce sujet primordial. On l'écoute. L'ensemble des pays d'Europe, je dis bien l'ensemble des pays d'Europe, a apporté sa solidarité à la fois au Mali et à l'action de la France. Il est tout à fait possible, mais ça c'est de leur responsabilité, que d'autres, ou les mêmes pays européens, décident non seulement d'apporter de la logistique, mais de mettre à disposition aussi des soldats. Mais nous ne pouvons pas les forcer à le faire, bien sûr.
Et ce qui est d'ores et déjà acquis, c'est que l'armée française va être renforcée par la force africaine en phase de constitution. Les premiers contingents nigérians ou tchadiens sont déjà mobilisés. Les Togolais viennent d'arriver sur place. On voit tout cela avec Paul Bouffard. Niger, Bénin, Burkina, Sénégal. 3300 soldats africains vont être déployés au total. 2000 d'ici au 26 janvier. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont réunis pour former la MISMA sous l'autorité d'un général nigérian. Au centre du dispositif, justement, le Nigeria et son armée entraînée à l'européenne. Un premier contingent de 200 soldats nigérians devait arriver dans les heures qui viennent à Bamako, les premiers non-français à s'engager. Le Sénégal devrait, lui, envoyer un total de 500 hommes, tout comme le Togo et le Burkina Faso. Des témoins auraient rapporté la présence de 200 soldats nigériens à la frontière avec le Mali, convois équipés de véhicules blindés et d'artillerie. Ils auraient subi pendant plusieurs mois un entraînement par des forces spéciales occidentales. Le Tchad, lui, ne fait pas partie de la CEDEAO, mais se dit concerné en tant qu'État sahélien. Le pays aurait l'intention d'expédier un régiment d'infanterie et 2 bataillons d'appui, 2000 hommes aguerris au combat. Les premières troupes auraient déjà quitté N'Djamena pour rejoindre le Mali. Et nos invités ce soir sur le plateau avec nous, Christian Cambon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Avec nous également l'écrivain et anthropologue des religions Malek Chebel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. D'abord, messieurs, direction Alger, avec nous en ligne l'éditorialiste d'El Watan, Faisal Metaoui, bonsoir. Faisal, l'assaut est donc terminé. Est-ce qu'on a déjà un premier bilan de cet assaut ce soir ? Pour l'instant, aucun bilan n'a été communiqué par les autorités algériennes qui ont confirmé effectivement la fin de l'assaut. Donc, c'est une fin, on ne sait pas si c'est la fin de la prise d'otage, puisque on ne sait pas si les ravisseurs qui sont au nombre d'une vingtaine ont été tous tués, ont pu s'enfuir. Et combien de morts, le ministre de la Communication dans l'après-midi avait parlé de morts durant cette opération et a parlé également de neutralisation de nombre important de terroristes comme il a soutenu. Donc les autorités probablement donneront ce bilan demain dans la matinée ou durant la soirée pour savoir exactement quel est le nombre de morts, surtout parmi les otages étrangers. Certains pays ce soir, dont les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne, exigent des éclaircissements de la part d'Alger sur les conditions de cet assaut et critiquent la violence de l'action et le manque de transparence autour de la décision d'intervenir. Est-ce qu'il y a déjà sur ce sujet des réactions officielles algériennes ? Pour l'instant, il n'y a pas de réaction de la part des autorités, pas à ces déclarations donc de gouvernement étranger. C'est assez curieux puisque le ministre de l'Intérieur avait déclaré hier qu'il y a une coordination avec les pays qui sont concernés par notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la France et la Norvège. Donc les autorités algériennes doivent aussi expliquer pourquoi ils ont privilégié rapidement la solution militaire. Cela entre dans le cadre, selon la logique développée par le ministre de la Communication, de la lutte contre le terrorisme. Et visiblement, on n'a pas beaucoup laissé de chance pour les négociations, surtout que des notables de la région avaient tenté de mener des négociations pour essayer de libérer les otages, mais apparemment, ça n'a pas abouti. Merci beaucoup, Faisal Metaoui, en direct depuis Alger. Alors, messieurs, l'assaut est donc terminé ce soir. Les autorités algériennes avaient prévenu, nous ne négocierons pas avec les terroristes. Néanmoins, Christian Cambon, est-ce que vous êtes surpris par l'assaut, sa violence, la rapidité de la décision et le premier bilan dramatique, comme l'a dit la France ? Je pense déjà que cette affaire change la nature du conflit au Mali et l'internationalise en quelque sorte. Donc, je crois que l'Algérie, qui avait annoncé et qui a toujours été constante sur ce point depuis les attentats et la période très dure qu'avait vécue l'Algérie il y a une vingtaine d'années. Je rappelle que l'Algérie a eu 100 000 morts par le terrorisme. Donc ça laisse quand même des traces. Et donc je crois qu'il faut quand même respecter la position du pouvoir algérien. Je ne sais pas dans quelles conditions de violence ou d'assaut ceci a eu lieu, mais je pense que le message des Américains, des Japonais, des Anglais est peut-être destiné à leur opinion intérieure, car il faut aussi respecter le fait que ces pays vont vraisemblablement compter des morts parmi les otages qui ont perdu la vie aujourd'hui. Mais l'Algérie, je pense que dans ce genre de conflit, avec les déclarations qui ont été faites par ces djihadistes, par ces terroristes, disant nous ne cherchons pas à négocier, nous exigeons immédiatement l'arrêt des hostilités sur le Mali, je ne vois pas très bien ce qu'il y avait à négocier. Et donc il vaut mieux circonscrire le conflit dans le temps,
même si malheureusement on ne peut que déplorer une violence sanguinaire terrible et qui va avoir certainement des conséquences. Mais je pense que l'affaire du Mali s'est internationalisée. Bien sûr, on va en parler. Malek Chebel, quelle était et quelle est la préoccupation numéro 1 des autorités algériennes selon vous? C'était de contenir la zone de crise, de faire passer un message clair, il faut terroriser les terroristes. D'abord, je partage l'opinion de mon confrère. Parce qu'en effet, du point de vue algérien, il était intolérable que ça se cristallise dans un site aussi important, aussi stratégique, et que ces djihadistes prennent leurs aises et arrivent à une reconnaissance des lieux et arrivent à une maîtrise totale du site. Donc, à mon avis, la rapidité d'exécution était une des clés de réussite et de succès de l'opération. Certains experts spécialistes comparent les méthodes algériennes, on l'a entendu tout au long de la journée, aux méthodes d'intervention russes qui, ce n'est un secret pour personne, font peu de cas de la vie des otages. Est-ce que ça vous choque? Non, moi je n'accepte pas cette comparaison. Ce sont les conditions, si vous voulez, locales qui décident de la nature d'intervention. L'Algérie a su négocier le retour au calme et à la paix civile pendant des années. Ils ont négocié des années et des années durant pour ramener, si vous voulez, absorber et résorber les maquis. Donc elle est capable de négocier. Mais chaque situation impose son mode opératoire. Et je pense qu'il faut d'abord qu'on sache exactement ce qui s'est passé. On a peu d'informations et notre évaluation ne peut être que très circonspecte. Si, comme on le rapporte, une partie des commandos a tenté de s'évader avec les otages. Vous êtes obligé d'intervenir et vous n'avez pas le temps de saisir. J'imagine que les militaires sur place n'ont pas le temps d'interroger le pouvoir central qui lui-même doit prévenir les États-Unis, le Japon et la Grande-Bretagne. Donc vous êtes plutôt en phase avec le ton plus mesuré, plus discret de la France. C'est de François Hollande qui dit faire confiance, qui a dit il y a quelques instants faire confiance à l'Algérie sur ce plan-là plutôt que les États-Unis et la Grande-Bretagne. Je suis plutôt sur cette ligne parce que je crois que c'est la ligne raisonnable. On ne sait pas précisément ce qui s'est passé d'abord, donc les commentaires. Encore une fois, qui peuvent déborder, méritent d'être mesurés. Et je pense sincèrement qu'à partir du moment où on a des otages qui ont perdu la vie, le message du gouvernement s'adresse d'abord à son opinion. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut expliquer les choses. Moi, je rajouterai un point. Je pense que l'Algérie est une pièce maîtresse dans le combat contre la violence terroriste et la violence djihadiste dans cette région et même au-delà. C'est une pièce maîtresse. Si l'Algérie échoue dans ce combat-là, je donnerai peu de prix pour tous les autres pays environnants. Donc, étant donné que c'est une pièce maîtresse, il faut la considérer comme un partenaire plutôt que comme un adversaire. Donc, et à partir de là, l'optique change de tout au tout. Et sur le sentiment de la population algérienne, Christian Cambon en parlait tout à l'heure, et je l'évoquais hier avec Jean-Pierre Chevènement, qui était notre invité, qui me parlait de tout ce que cette prise d'otage sanglante convoque comme souvenir terrible chez les Algériens. C'est un souvenir traumatisant. Chez vous aussi. C'est un souvenir traumatisant, c'est un traumatisme national. Et il y va donc de la fierté nationale, pratiquement, que de maîtriser rapidement ce chancre mou un peu qui s'est installé dans cette région. Et donc cette rapidité-là et cette manière d'opérer me paraissent, pas défendables au point moral. Moi, c'est pas mon travail, mais je pense que du point de vue de l'efficacité, c'est la seule solution. Quand on connaît l'orgueil national algérien, qui est un sentiment tout à fait respectable, c'est quand même la seule grande puissance armée de la région. 400 000 hommes. Sous les drapeaux, c'est une armée très organisée. Ils sont attaqués en plein cœur et sur ce qui représente le fer de lance de leur économie. Le gaz, c'est ce qui fait vivre avec le pétrole une partie de l'Algérie. Donc pour eux, le traumatisme moral est fort et la réponse est à la hauteur de ce que cette blessure peut représenter, de mon point de vue. Sur le terrain au Mali, les opérations militaires se poursuivent, les combats continuent à Diabali et à Konna. Sur le plan politique, Christian Cambon, les interrogations se font plus insistantes, plus vives autour de l'absence de nos alliés et donc de la solitude de la France. Est-ce que vous partagez cette crainte et cet étonnement quant à la réactivité, notamment de l'Allemagne? Alors, je l'ai soulevé hier, puisque j'intervenais au nom du groupe UMP dans le débat qui a été de très haute tenue, et je souhaite ici rendre hommage au président de la République et au gouvernement qui ont souhaité une parfaite information du Parlement et donc de l'opinion française. Bien évidemment, les deux risques qui nous guettent, c'est le risque d'enlisement, parce que ce n'est pas une opération rapide, on va partir de là au bout d'une semaine après des frappes aériennes. Qui va remplacer
à Gao, à Kidal, à Tombouctou, à Diabila. Mais je note qu'au 6e, 7e jour de l'intervention, vous me parlez de ce risque d'enlisement, oui, déjà? Oui, parce que nous l'avons tout de suite identifié et il est lié au fait que nous sommes assez isolés. J'entends notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a entendu des promesses et des engagements. Mais sincèrement, quel échec de la politique européenne, de la politique étrangère européenne, quel échec! Et je vois là, à la veille du 50e anniversaire du traité franco-allemand, voilà un bon sujet d'entretien que nous allons avoir mardi à Berlin. Est-ce qu'il faut convoquer d'urgence un sommet de l'Union européenne? Je pense que ça vaudrait un sommet au niveau des chefs d'État et un sommet qui ne débouche pas sur des déclarations et des encouragements. Laurent Fabius a tout à fait raison de demander des troupes, des soldats européens. Car ce que font les forces françaises à l'heure actuelle, elles défendent la sécurité des Français, mais la sécurité de l'Europe. Nous sommes à 3 heures d'avion. Nous sommes à 3 heures d'avion de ce qui se passe actuellement. Et ça pourrait, par voie de conséquences, de tels drames pourraient se retrouver chez nous. Il y a l'intervention militaire, Malek Chebel, il y a aussi la solution politique au Mali. Peut-être faut-il y penser dès à présent pour éviter de reproduire les errements qui ont suivi les opérations de l'OTAN en Libye. C'est très juste. Je pense que l'un des objectifs que la France pourrait se donner, ou il devrait même se donner, c'est de limiter dans le temps potentiellement cette intervention. De se donner ce temps-là. C'est là tout le problème, on sait et quand de ça dire, commence. Oui, mais si on a réduit donc le foyer précisément djihadiste, ce qui est le reflux donc des djihadistes maliens dans le nord, si on est capable de le faire, je pense qu'on est capable de le faire a fortiori au Mali, puisqu'ils sont plus ou moins isolés de la population. Et donc, s'ils se donnent cet objectif de limiter dans le court terme l'intervention directe de la France, avec évidemment la jonction de troupes africaines beaucoup plus les voisines, je pense que c'est une bonne solution politique, d'abord pour sortir de ce guet-apens, et en même temps pour pouvoir continuer à avoir une influence importante au niveau politique régional et au niveau économique pour le futur. Alors moi, je suis un tout petit peu moins optimiste. J'aimerais partager le vôtre. Je pense malheureusement que lorsque le bruit des armes va cesser, car on n'est pas parti pour une guerre de 100 ans, je l'espère de tout mon cœur. Mais il va falloir que d'autres autorités prennent les choses en main dans les villes et villages qui sont libérés. Or, la situation du Mali est une situation d'un État qui a implosé. Pendant des années, on s'est gargarisé le monde entier en montrant l'exemple du Mali, ce chef d'État démocrate qui remettait le pouvoir aux civils, avec ATT, grande figure de l'Afrique. Et malheureusement, la réalité était tout à fait différente, car ATT personnellement et un certain nombre d'autres qui l'entouraient ont montré qu'en fait... Et ça s'est écroulé comme un château de cartes. Mais selon vous, qu'est-ce qui se joue dans cette guerre au Mali? Pas seulement l'élimination de quelques groupes djihadistes? C'est toute la stabilité de l'Afrique. C'est du reste invraisemblable que 3000, peut-être 5000 fous arrivent à déstabiliser une contrée d'une telle importance, car il faut se rappeler des chiffres, c'est quand même invraisemblable. Mais je pense malheureusement que c'est la stabilité de toute la région, car si la France n'était pas intervenue, nous aurions aujourd'hui un État terroriste au cœur de l'Afrique. Vous, le sénateur UMP, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, vous dites ce soir et vous soutenez comme au premier jour la décision du président Hollande d'être intervenu. Oui, je la soutiens. Sans crainte et sans Je la soutiens avec une attitude de grande vigilance pour que le gouvernement et le président de la République soient attentifs au fait, comme cela vient d'être dit, de ne pas aller vers une présence sans limite. Et la volonté que nous avons, c'est peut-être là où je souhaite que le président de la République fasse ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne, où nous avons travaillé avec les Anglais et qui nous ont bien rendu service. Et bien là, par exemple, avec les Allemands, je pense qu'on paye un petit peu la relation un peu distendue que nous avons avec les Allemands. J'entends la chancelière et je serai à Berlin mardi pour l'entendre avec attention. Vous ne croyez pas que ce sont plutôt des considérations internes à l'Allemagne avec Il ne peut pas y avoir de considérations internes face à un tel danger. Avec les élections qui arrivent? Oui, mais vous savez, à force d'avoir mis en avant des considérations internes, d'avoir retardé des calendriers, eh bien, on paye avec les intérêts dans ce genre d'affaires. Et je pense que c'est la sécurité de l'Europe qui est en jeu, parce qu'à 3 heures de chez nous, il y a un foyer d'une violence absolue qui combat avec des méthodes invraisemblables. Vous l'avez dit vous-même sur cette antenne, les combattants à Kaunas sont arrivés même pas sur des pick-up, même pas dans des chars, ils sont arrivés en autobus.
On n'apprend pas ça à l'école de guerre. Il faut revoir complètement nos schémas. Donc ces gens sont d'une dangerosité absolue. Et moi, je ne souhaite pas que le continent européen ni la France soient touchés par ce genre de terrorisme. Dans Le Monde ce soir, Gilles Kepel parle de cette intervention en Mali comme d'un enjeu de civilisation. Est-ce que vous le rejoignez sur ce point? Je serai plus prudent. Je vais dire, je pense qu'il y a le cas malien. Il faut analyser les situations cas par cas. Il y a le cas malien. Moi, je connais le Mali. Je connais Mopti. Je suis allé à Gao. Je suis allé à Tombouctou. Je suis allé dans le pays d'Ogon. Je suis allé à Bamako où j'ai séjourné et travaillé. C'est un peuple pacifique. Et je pense que c'est pas ATT qui était si vous voulez, la poutre fêtrière de ce pays. Donc le pays se tient bien. Il y a des familles, il y a des clans, il y a des tribus, etc. C'est très bien. Je pense que le Mali ne tombera pas en l'absence d'un ou deux dirigeants corrompus. Bon. Il y a le cas régional. Le Mali, la Libye. Vous voyez, avec les conséquences de la guerre en Libye. Et les djihadistes qui partent dans le sud. Il y a le cas plus large encore, l'Afrique, avec précisément une absence d'état de droit véritable, pas d'ossature, pas d'économie. Ils sont tous plus ou moins dépendants sur le plan de la sécurité intérieure et extérieure et sur le plan de l'économie également. Donc je pense qu'il faut analyser les choses dans leur contexte. Et peut-être la projection pour ce qui est de la civilisation, c'est le combat contre le fondamentalisme religieux. Je milite pour l'islam des Lumières, donc je suis totalement pour, évidemment, l'islam de paix et l'islam de la civilisation. L'occasion aussi de rappeler votre livre « Changer l'islam, dictionnaire des réformateurs musulmans des origines à nos jours » chez Albin. Un livre magnifique. Voilà, et bien voilà. Donc c'est la réponse précisément à votre question. Je veux juste ajouter un mot, car pour nous aussi ce conflit aura des conséquences. La politique du développement. Il va véritablement falloir revoir en entier la manière dont on aide ces pays. Et je pense qu'on ne pourra pas se contenter d'essaimer des petites aides comme on l'a fait de saupoudrer, comme on l'a fait jusqu'à présent. Une question ou une remarque. Selon le Canard enchaîné, on apprend que le président et tout le gouvernement évitent de parler d'islamistes pour évoquer ces groupes, mais parle de djihadistes. Ça vous fait déjà sourire, Malek Chebel. Est-ce que c'est une précaution nécessaire pour éviter des amalgames? Non. On ne peut pas confondre l'islam avec l'islamisme et le fondamentalisme, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on a fait le distinguo entre l'islam, qui est une religion de paix et de civilisation, et l'islamisme, qui est l'usage politique de la religion, on peut aller jusqu'à fondamentaliste et kamikaze, du coup, puisqu'il y a même des djihadistes qui sont kamikazes. Et djihadistes, et le milieu, et on est au milieu du guet avec ce mot djihadiste. Vous-même, vous faites attention à ces mots, à cette sémantique parce que si vous voulez, utilisez. C'est très important que les Français comprennent que la France n'est pas en guerre contre l'islam. Vous l'avez dit très justement, l'islam est une religion de paix. Mais ces gens-là se cachent derrière une forme soi-disant de religion. Voilà, ce sont des narcotrafiquants, voilà, ce sont des gangsters, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui coupent les mains aux hommes, qui voilent les femmes et qui les violent. Voilà la réalité des choses. Et c'est là où, je l'ai dit du reste hier, ce sont nos valeurs qui sont confrontées à des gens qui n'en ont aucune et qui n'ont aucun principe. Et si on ne met pas un terme à cette agitation, nous serons, d'une manière ou d'une autre, un jour, dans 3 ans, dans 10 ans, gangrénés par ce problème. Non, mais je trouve que le combat des Lumières, si vous voulez, est valable également pour ces fondamentalistes, pour tous les pays qui ne respectent pas, si vous voulez, un minimum de dignité humaine, le respect de la femme, le respect des minorités, le respect de soi-même. Et les musulmans ne sont jamais meilleurs que lorsqu'ils se respectent eux-mêmes. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été nos invités ce soir. La suite du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info en France et dans le monde de Mounir Soussi. Regardez. À offre low cost, service bas de gamme. C'est la conviction de l'UFC Que Choisir vis-à-vis de Free. L'association de consommateurs dépose plainte contre l'opérateur pour pratiques commerciales trompeuses. L'entreprise de Xavier Niel est épinglée pour ses services 3G. De nombreux clients se sont notamment plaints de la lenteur du chargement des vidéos sur leur mobile. En un an, Free Mobile a conquis 5 millions de clients. Son patron conteste les mesures effectuées par l'UFC Que Choisir. Les Dreamliner 787 de Boeing privés de vol jusqu'à nouvel ordre. Après plusieurs incidents, les autorités américaines ont décidé d'immobiliser les 50 modèles en circulation où une anomalie sur les batteries fait courir un sérieux risque d'incendie. Première victime, le Japon, qui détient la moitié de cette flotte. L'enquête pourrait durer des semaines.
Cela n'empêche pas l'Américain de ravir la première place des constructeurs à Airbus pour l'année 2012. Le consortium européen avait pourtant dépassé ses prévisions de vente. Toujours dans le secteur de l'aviation, l'Inde a fait savoir qu'elle pourrait acheter 189 Rafales, une commande qui pourrait s'élever à 18 milliards d'euros pour le groupe Dassault. Michel Gonel, l'ancien élu RPR et adversaire de Jérôme Cahuzac, déclare avoir remis aux enquêteurs un enregistrement. Il affirme que sur cette bande, on entend la voix du ministre du Budget parlant d'un compte en Suisse. Jérôme Cahuzac dément ces accusations et se dit satisfait de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale par le parquet de Paris. Repenser la place de la France dans le Pacifique. Cet après-midi au Sénat, un colloque s'est concentré sur cet enjeu. Comment valoriser les territoires d'outre-mer et faciliter leur coopération avec ses voisins et l'Union européenne? Toutes ces questions ont été posées. Aujourd'hui, d'excellents rapports de coopération, d'excellents rapports bilatéraux avec les grands pays que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui, nous sommes très bien placés pour le 21e siècle. Reste donc à explorer et à mieux exploiter toutes les potentialités que nous avons grâce au Pacifique. Nommé début janvier à l'inspection générale des affaires sociales, puis dans la foulée président du centre de réflexion proche du PS Terra Nova, François Chérec se voit attribuer une nouvelle mission. L'ancien secrétaire de la CFDT sera chargé du suivi du plan de lutte contre la pauvreté présenté lundi par le Premier ministre. L'ex-syndicaliste devra principalement se pencher sur la revalorisation du RSA et l'élargissement de la complémentaire santé universelle. La dernière page du journal et on va se détendre un peu à présent avec le regard sur cette semaine de notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez. Voilà pour cette parenthèse en dessin, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle bien sûr le principal titre de cette édition. L'assaut des forces algériennes s'est achevé sur le site gazier d'In Amenas. Plusieurs otages ont été libérés, mais une trentaine d'autres seraient morts, ainsi qu'un certain nombre des ravisseurs sur place. Il n'y a pas pour le moment de bilan officiel et on a appris que les assaillants venaient de Libye. C'est ce qui a été annoncé ce soir par le ministre de l'Intérieur algérien. Merci de nous avoir suivis. À suivre sur Public Sénat, l'émission Itinéraire bis. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain à 19h. Belle soirée, à lundi, avec plaisir bien sûr. On a beau leur proposer des alternatives, les Français restent accros à leur auto. 8 voyages sur 10 se font en voiture, le moyen de transport le plus cher et le plus polluant. Comment se déplacer mieux et bon marché? Vélo, transport en commun, voiture de demain, au cœur de l'Europe, l'Alsace a choisi une autre voie, les circulations douces. Je vous emmène.
Dans ce numéro d'Itinéraire bis consacré au transport, nous vous emmènerons à la rencontre de ces femmes alsaciennes qui ont choisi d'apprendre le vélo sur le tard. Et nous monterons ensuite à bord du premier tramway de France capable de rouler sur les lignes SNCF. Et enfin, nous découvrirons ensemble une école atypique où les élèves réalisent leurs rêves d'enfants et apprennent à construire des voitures d'exception. Haute de 23 mètres, il est 8 heures, nous voici à la nouvelle gare de Strasbourg, inaugurée il y a 5 ans pour l'arrivée du TGV Est. Chaque année, 16 millions de voyageurs empruntent les quais de cette gare, des habitants et des touristes qui disposent ici du premier réseau de tram français, mais également du premier réseau de vélos avec 560 km de pistes cyclables. Et vous allez le voir ici, le cycle est roi. Fabien. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Alors vous faites partie de ceux qui chaque matin mettaient leur bicyclette dans le moyen de transport pour arriver jusque dans le centre-ville de Strasbourg. Et ici, ils sont nombreux parce que Strasbourg et le vélo, c'est une longue histoire d'amour. Hein. Oui, un premier plan vélo à Strasbourg en 1980, un deuxième en 2008 maintenant, là, pour aller jusqu'en 2020. Donc c'est vraiment la promotion du vélo comme moyen de déplacement. Au quotidien, avec l'intermodalité, avec le tram, avec le train. Alors ils sont nombreux, très nombreux à prendre le vélo, même en hiver, qu'il pleuve, qu'il vente. On estime à peu près à 160 000 déplacements dans les belles périodes. Et puis l'hiver, ça chute un petit peu, mais on arrive quand même à garder à peu près 60% de ces déplacements au quotidien sur Strasbourg. C'est énorme. Et alors, en centre-ville, ces déplacements en vélo, ils montent hein, jusqu'à 15%. C'est vraiment beaucoup par rapport à d'autres villes françaises, même beaucoup plus que partout ailleurs. Est-ce que vous en êtes satisfait de ces 15%? Alors, on en est satisfait, mais on ne veut pas s'arrêter là. On veut pas, faut pas s'endormir sur ses lauriers. On ne va pas prendre certaines villes françaises comme exemple. On va plutôt aller voir du côté de Fribourg, du côté de Copenhague, où on est maintenant à 25-30%, et c'est des villes qui ont comme objectif 50% de déplacement dans les années 2020. Avec votre association Cadre 67, vous représentez des milliers d'usagers, et à ce titre, vous êtes un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils en font assez pour le vélo, ces pouvoirs publics? Alors, est-ce qu'ils en font assez? Moi, j'aurais tendance à dire que non. Il y a quand même ici un projet d'autoroute pour vélo vers l'Allemagne. Oui, alors c'est le projet REV, Réseau Express Vélo. Alors un projet d'autoroute vers l'Allemagne, puis un projet du contournement du centre-ville, sans feu, sans obstacle, sans stop, pour permettre aux cyclistes d'avancer librement sans être arrêtés. Alors Fabien, avec votre association, vous donnez des cours de vélo pour adultes. Pour voir comment ça se passe, je vous propose qu'on y aille ensemble, et aujourd'hui ça se passe... Direction Schiltigheim, la piste de la sécurité routière. C'est parti, on y va alors. Un petit vélo, direction Schiltigheim, on part par où? Et c'est parti. قبرير الشبحانو مرة شبيلة حيرته مرة خفيفة هوته مقعاقة إيشك مقعي وشرف شرف حاجي ويا أقل حريفته لنا بنك الجوقة الله يا أشيقة تنتا أشان ليا نهور سمسمي صباح نوري هذو كل كليو كلهم بدني هذو حج كجيرة حسوس بدني Voilà, ça coupe, voilà, et on laisse le pied droit un peu en l'air, voilà, c'est bien. Très bien, allez, là on a l'équilibre, on me regarde moi, si on me regarde moi on aura l'équilibre. Super, c'est ça. Allez, on recommence, et quand vous êtes un peu plus haut là-haut, et ben vous pousserez un peu plus fort et vous essaierez de garder, de ne pas mettre les pieds par terre.
Fabien, nous y voici, les fameux cours de vélo, parce que pour faire du vélo, il faut déjà savoir pédaler, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Ben oui, ils sont nombreux, ils sont même beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Ici, c'est un cours de vélo avec un centre socioculturel et des personnes qui sont en cours d'alphabétisation. Voilà, donc dans le cadre de leur module d'apprentissage du français, on leur propose l'apprentissage du vélo. Pourquoi faire des cours de vélo plus spécifiquement dans les quartiers ? La dernière enquête ménage a relevé le fait que le taux de déplacement en vélo dans les quartiers était très faible, de l'ordre de 2 ou de 3%. Et si on veut que Strasbourg atteigne des taux de déplacement en vélo élevés dans les années 2020, il faut que l'on rende le vélo dans les quartiers. Si on ne pousse pas assez fort, il n'y a pas assez de vitesse, on tombe d'un côté ou de l'autre. Regardez loin devant, loin devant. Zineb, vous êtes venu combien de fois là au cours de vélo? Plusieurs fois? Ça fait un mois. Un mois? Avant, je ne suis même pas monter sur un vélo. Et maintenant, je roule. Je suis vraiment contente de moi. Vous n'aviez pas appris à faire du vélo? Non, non. Non, vous n'avez pas eu cette possibilité-là? Au Maroc, avant, ils disent tout. C'est pas bien. Il faut faire manger à la cuisine. Il faut faire le ménage. On était loin de la ville pour faire les études. Alors, on n'a pas fait d'études. Ouais, les filles ne faisaient pas de vélo? Non. Pas de vélo, pas de voiture, point. Ça veut dire que pour vous, c'est un peu une liberté en plus de pouvoir faire du vélo? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est une liberté. On vous laisse repartir en vélo alors. Merci, c'est gentil. À bientôt. D'accord, au revoir. On y va. Et on prend le vélo, bien sûr. sûr. Et on prend le vélo. C'est parti. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier vélo? Alors oui, je me souviens très bien de mon premier vélo. C'était un petit vélo bleu avec des roues en plastique et des petits trous sur le côté. Et quand j'ai voulu enlever les petits trous, en fait, ma roue avant a buté dans un caillou et je suis passé par-dessus. C'est pour ça que je me souviens de mon premier petit vélo. Ça vous a pas traumatisé? Non, ça m'a pas traumatisé. Mais il n'y a pas que le vélo à Strasbourg. Comment gère-t-on le trafic? Comment fait-on cohabiter tous ces moyens de transport? Réponse avec Monsieur Circulation dans les sous-sols du PC routier de la capitale alsacienne. Une pièce aux allures de quartier général, c'est ici qu'est gérée toute la circulation de la communauté urbaine de Strasbourg. Yves Legel, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes venus avec Fabien Masson de l'association Cadre 67 que vous connaissez déjà. Tout à fait. Puisque vous êtes amenés à travailler ensemble. Alors au moment où nous entrons ici, comment se passe la circulation dans la ville? Alors pour le moment c'est calme. Ça va de toute façon s'amplifier maintenant dans la journée dans le cadre du marché de Noël de Strasbourg. Vous surveillez ici les voitures, les tramways, mais je crois que vous comptabilisez également les vélos. Comment ça fonctionne? Donc c'est la première fois qu'un centre de gestion de trafic raccorde des stations de mesure vélo sur son système. Donc ce sont des capteurs qui sont dans la chaussée et qui analysent la masse métallique du vélo. Donc ça ne compte que les vélos et on arrive à savoir ici toutes les 3 minutes le nombre de vélos qui ont passé sur les pistes cyclables. Alors ça nous permet à différentes choses. Là, sur un cas précis, ça va nous permettre d'influer sur le feu tricolore qui va se trouver à proximité de cette station de mesure. Et dès qu'on aura une augmentation du trafic vélo, on augmentera le temps de traversée au carrefour pour les cyclistes. Mais à côté de ça, ça nous permet aussi de faire toutes sortes d'analyses du comportement du cycliste. Quand je dis analyse du comportement, c'est par -10, est-ce qu'effectivement il y a encore autant de cyclistes? Si demain nous avons une grève des transports en commun, combien d'usagers des transports en commun se reportent plutôt sur le vélo plutôt que sur la voiture? Monsieur Legel, on l'a vu ici, vous comptabilisez tous les véhicules, vélos, voitures, trams, mais à l'avenir c'est bien le piéton qui devrait prendre plus de place. Et pour en parler, je vous propose qu'on aille tous ensemble dehors. La place de l'Étoile, c'est un endroit central de circulation ici. On a à peu près un tramway aux heures de pointe, toutes les 30 secondes à 45 secondes ici. Ah donc oui, elle quand est même. en dessous de la fréquence du métro parisien là. Bon, respect. Monsieur Legel, on en parlait, cette ville, elle a développé le tram, elle a misé sur le vélo. Vous misez maintenant sur le piéton, sous la forme d'un plan piéton. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, alors le plan piéton, ça va être toute une série d'actions aujourd'hui pour redonner sa vraie place aux piétons dans la ville. Donc c'est redonner de l'espace aux piétons, c'est faciliter aussi les cheminements piétons lorsqu'ils arrivent au carrefour à feu, c'est sécuriser ces déplacements piétons, c'est redonner aussi aux piétons l'envie de se déplacer, l'envie d'aller à pied. Redonner une place aux piétons, pourquoi? Parce que aussi les transports sont saturés? C'est aussi une raison, effectivement. Aujourd'hui, on se rend compte que des gens prennent le tramway alors qu'il n'y a qu'une station entre deux déplacements. Tous ces gens-là pourraient effectivement peut-être se reporter de nouveau sur un peu de marche à pied, ce qui est très bon pour la santé aussi, ne l'oublions pas. Alors justement, messieurs, là on est sur une zone expérimentale. Ce n'est ni une piste cyclable, ni un trottoir. Qu'est-ce que c'est cette zone, monsieur Legel? Cette zone est un espace mixte piéton-cycliste. D'après le code de la route, normalement, tout cycliste de plus de 8 ans n'a pas le droit de se déplacer sur un trottoir. Ensuite, on commence à être sur des emplacements contraints en termes de surface de voirie. On voit ici que nous sommes sur un ouvrage d'art, vu que c'est un pont. Il y a les lignes du tramway qui sont juste à côté. Nous n'aurions pas la largeur nécessaire, sauf à agrandir, à doubler le pont, ce qui coûterait aussi très très cher. Donc on a cherché une solution où on permettrait des déplacements piétons-vélos en toute sécurité. On entend souvent dire les piétons, et notamment ici, les vélos, ras-le-bol, ils font pas attention à nous, ils nous font peur, ils roulent comme des fous. Moi, ça peut réellement fonctionner ce mélange, une zone mixte comme ça? On aimerait bien que les piétons et les cyclistes cohabitent. On voit là ces cyclistes passer à une vitesse très faible, on ne voit pas de gêne occasionnée pour les piétons. Dans la plupart des cas, je pense qu'on peut arriver à une cohabitation. Maintenant, sur certains itinéraires, on peut réfléchir à peut-être un itinéraire de contournement. Le cycliste voit entre guillemets, le danger en face de lui, alors que le piéton ne voit pas le danger puisqu'il arrive le plus souvent dans son dos. Et alors Yves Legel, vous travaillez en ce moment sur ces zones expérimentales et depuis 2 ans, vous avez développé tout autre chose, une application où on peut voir les horaires, les stations de vélo, les autolibes. C'est juste une application de plus, ça sert à quoi? Je vais vous le montrer, voilà. Ils ont l'état du trafic en temps réel, ils ont l'état des parkings en temps réel, ils connaissent l'arrivée du prochain tram ou bus par une géolocalisation de l'endroit où ils sont, ils savent où est la prochaine station quand arrive le tramway, ils savent quand ils vont d'une station vélo combien il reste de vélos disponibles en Fabien, vous avez eu l'occasion de vous en servir de cette application? Ou pas? Ah Alors, je m'en suis servi, mais pas pour le vélo. Ah, d'accord. J'ai eu l'occasion de m'en servir. Pour la voiture? Pour la voiture, oui, tout à fait. Ah, oui. C'est pas parce qu'on est cycliste au quotidien qu'on peut pas non plus avoir une voiture. Messieurs, merci beaucoup. Nous, on prend la direction de Rosheim où on n'a pas attendu là-bas pour tester une nouvelle expérience piétonne. Ce sont des mamans et on y va tout de suite. C'est à quelques kilomètres de Strasbourg. Merci de nous avoir accueillis. À très bientôt. Merci beaucoup Fabien. Bonne route. Au revoir. Voilà un moyen de transport qui a toutes les vertus. Il ne pollue pas, il marche sans carburant, il est silencieux, ou presque, et je crois qu'il est prêt à partir. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour les enfants. Ceci, bonjour Isabelle. Bonjour. Alors vous êtes 2 mamans à l'initiative de ce moyen de transport très original, le Pédibus. Qu'est-ce que c'est? Alors le Pédibus, c'est un moyen de déplacement à pied organisé pour que un même quartier puisse aller à l'école ensemble en évitant les moyens de transport à moteur. C'est bientôt l'heure de l'école, on va se mettre en route tous ensemble? On est parti? Comment ça marche le Pédibus? Vous me montrez? D'accord.
Bon, c'est venu de vous, ça a été quoi l'initiative? L'initiative, ça a été une nouvelle école, un groupe scolaire même, où il y avait beaucoup de voitures, voire un certain encombrement durant 5-10 minutes devant l'école. Et bon, ça a été un petit ras-le-bol. Moi, j'ai envie de vous demander, du coup, vous préférez venir à l'école à pied ou en voiture? Dis-moi. Moi, je préfère venir à pied. Parce que? Parce qu'on peut mieux discuter et ça me fait aussi prendre l'air. Et parfois, pourquoi tu préfères la voiture? Parce que parfois, je suis fatiguée le matin. Et toi, du coup, ça te permet d'embêter tout le monde, c'est ça? Certains matins. Bonne journée. Isabelle, maintenant que les enfants sont à l'école, je vous propose qu'on poursuive la route toutes les deux. D'accord. On est parti. Isabelle, vous qui militez pour le transport à pied entre la maison et l'école, il y a une pensée pour l'environnement quand on fait des choix comme ça ou pas? À la base, je ne pense pas que ce soit pour un intérêt pour l'environnement. Je pense que vraiment c'est un état d'esprit personnel. Bah écoutez, moi je vous emmène découvrir un tout nouveau train. Il est unique en France. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un train et ça se passe à Mulhouse. On va voir. Un train pas comme les autres, capable d'emprunter à la fois les lignes SNCF et le réseau urbain. Depuis 2 ans, les habitants de Mulhouse utilisent le tram-train, un moyen de transport unique en France. Paulo Oliveira, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Isabelle, une maman engagée qui nous accompagne Isabelle. dans notre voyage. On est devant ce moyen de transport, on monte parce que je crois qu'il part bientôt avant que vous nous fassiez découvrir. On y va alors, vite avant qu'il s'en aille. Alors Paolo, on est monté dans ce moyen de transport en gare de Mulhouse. D'un côté, le train, la gare, de l'autre côté, le tram, et au milieu, ce tram-train. C'est quoi le principe? Alors le principe du tram-train, c'est quand il circule sur le réseau urbain, il est considéré comme un tramway d'un point de vue circulation et qu'il est capable de rejoindre sans changement de mode de transport le réseau ferré national, et là il est considéré comme un train. Alors pour les voyageurs, c'est quand même un produit qui a permis de concilier les besoins de déplacement urbains avec les déplacements périurbains. Concrètement pour eux, ça signifie qu'ils montent dans une station de l'urbain pour aller à la campagne, entre guillemets, et ça passe sans changement de mode de transport. Auparavant, ils prenaient un train, ils allaient jusqu'à la gare de Mulhouse, et en fonction de l'endroit sur Mulhouse où ils voulaient se rendre, ils allaient à pied, ils prenaient un bus, ils prenaient un tramway. Alors les correspondances étaient possibles, mais pas aussi facilitées et aussi simples qu'aujourd'hui. Là, on est dans des rails, vous voyez, qui sont dans la masse, hein. C'est des rails à gorge. Vous les voyez sur le côté, là, ils sont noyés dans le bitume. Et à partir de là, on va arriver sur des rails SNCF, vous voyez, avec du ballast et qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît en ferroviaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la voiture individuelle a été laissée de côté au profit de ce train-train, réellement? Alors, il n'y a qu'à regarder l'évolution de l'occupation de nos tram-trains au départ des différentes gares. La ville de Thann, qui est la ville terminus du tram-train, a doublé sa fréquentation en à peine 1 an. Les principales villes de la ligne ont augmenté la fréquentation de 40 à 50%. Donc aujourd'hui, oui, bon nombre de personnes ont délaissé leur véhicule pour emprunter ce tram-train. Paolo, à vous entendre, il n'y a que des avantages dans ce tram-train. Comment on explique qu'il n'y en ait qu'un seul en France aujourd'hui, un tram-train interconnecté? Les investissements sont conséquents, bien qu'on ait monté un projet en utilisant déjà les infrastructures existantes. On n'a pas voulu développer toutes les infrastructures, c'est pour ça qu'on circule sur le réseau urbain qui existait déjà, qu'on circule sur le réseau ferroviaire qu'on connaissait déjà. Néanmoins, c'est très complexe et il faut un retour sur investissement. Donc les 20% dont je parlais tout à l'heure, ils sont prometteurs mais ils ne sont pas encore suffisants. Isabelle,
Isabelle, nous voici à notre point de départ, la gare de Mulhouse. Alors vous en avez pensé quoi de ce tram-train? Eh bien, ma foi, c'était particulièrement intéressant parce qu'effectivement, je connais la version train, peu la version tram parce que je ne suis pas très fan du monde, donc c'est plutôt un moyen de transport que j'évite. Alors que là, c'est vrai que lorsqu'on peut partir de la maison en train et arriver en ville en tram sans avoir à changer de moyen de transport, je trouve ça plutôt sympathique, c'est vrai. Isabelle, merci d'avoir fait ce bout de voyage avec nous et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On a vu des tramways qui empruntent des chemins de fer, on a vu des bus qui se déplacent à pied, on nous a parlé d'autoroutes de vélo. L'Alsace invente des nouvelles façons de se déplacer, mais la réalité est tenace. 8 déplacements sur 10 se font encore en voiture. Justement, je vous propose de faire un détour par une école franc-comtoise qui invente une nouvelle voiture aux lignes futuristes. Ce n'est encore qu'une ébauche, mais d'ici 3 mois, cette voiture roulera. Dans ces ateliers, 30 jeunes réalisent leur rêve d'enfant. Rencontre avec Anthony, professeur et ancien élève de cette école, aujourd'hui rattaché à l'université de Belfort-Montbéliard. Ils sont 30. Chaque année, ces stagiaires imaginent 2 prototypes uniques, des voitures à couper le souffle, 100% made in France, en plein pays de Montbéliard. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans l'atelier de l'école, 1800 mètres carrés. Les stagiaires sont en train de s'activer pour construire le prochain prototype. Il devrait être prêt pour le Salon de Genève. Pour le Salon de Genève. En mars prochain. 2013, voilà. Mais avant de le construire, ils l'ont imaginé et conçu sur le papier. Exactement. Donc avant de réaliser le châssis et la carrosserie du véhicule, c'est une voiture type supercar. Donc pourquoi? Parce que c'est l'aspect passionnel des choses. Moderne, mais pas que, puisque cette fois-ci, vous allez faire du développement durable dans cette voiture. Ah voilà, donc c'est une voiture sportive, mais c'est une voiture aussi propre. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui va intégrer un moteur thermique à l'arrière, mais également 2 moteurs électriques à l'avant. Ce qu'on appelle un véhicule hybride. Et pour la réaliser, vous travaillez en partenariat avec plusieurs services de l'université. Qu'est-ce qui vous permettent ces autres services? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Justement, nous, on apporte notre savoir-faire en tant que conception, design, construction de châssis. Eux, ils vont apporter leur savoir-faire en tant que intégration de moteurs électriques. Sur ces véhicules, et c'est nouveau également, vous utilisez maintenant quelques matériaux naturels. On a inauguré, on va dire, l'utilisation de la fibre de lin sur le projet précédent. Donc à l'état brut, ça donne ça. À l'état transformé, ça donne ça, donc avec une résine ici. Donc la volonté, c'est d'utiliser encore une fois la fibre naturelle pour des questions d'écologie, ça veut dire de recyclabilité. Aujourd'hui, le problème des matériaux composites, c'est leur recyclabilité. L'idée, c'est d'utiliser la fibre de lin, des résines, on va dire, biosourcées. Alors cette voiture, c'est à ça qu'elle va ressembler et dans très peu de temps, elle devra être disponible pour le Salon de Genève. Je vous propose qu'on aille voir où les élèves en sont, voir comment ça se passe. C'est parti. Nous voici dans la cabine de modelage et c'est la voiture à l'échelle 1, comme elle sera dans quelques mois pour le Salon de Genève, c'est ça? Exactement, donc là en fait on a le modèle, les proportions du moins du modèle final, donc on va dire là on peut déjà se rendre compte des volumes et de l'encombrement et de la taille du véhicule. Funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Ça fait vraiment futuriste quand même, ça fonctionne, vous faites des belles choses. Moi je vais faire un tour, je vais voir si ça marche. Vous me permettez ou pas? Ouais. Hop. Bonjour Loïc. C'est parti, on est vraiment assis comme dans une voiture de sport en effet, avec le bruit qui va avec. Allez, vite, pour terminer cette émission consacrée aux mobilités, rencontre avec Roland Ries, maire de Strasbourg. Il était adjoint au transport lorsque la ville a fait le choix de réintroduire le tramway. C'était en 1994. Roland Ries, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans l'émission, Strasbourg est la première ville de France avec ses 560 km de pistes cyclables. Strasbourg serait prête aujourd'hui à accueillir 2 fois plus de vélos? Je pense qu'on a
les infrastructures. Le plus difficile, c'est l'aspect culturel. Comment faire en sorte que dans les mentalités, on évolue et qu'on se dise j'ai un déplacement quotidien de 2 km ou de 2,5 km à faire pour aller de ma résidence à mon lieu de travail, je peux prendre le vélo par tous les temps, à Amsterdam ou à Copenhague, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, eh bien l'usage du vélo est entré dans les mœurs. Et aujourd'hui, vous misez sur le développement de la marche à pied. Un plan piéton, ça permet quoi? De désengorger aussi les transports en commun? Donc on s'est dit, mais pour des déplacements de courte distance, on va dire moins d'1 kilomètre, la marche à pied doit être favorisée. Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller à pied? Là aussi, on est dans des réflexes anciens. J'ai à me déplacer, je prends un instrument de déplacement, un véhicule en quelque sorte. Or, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est jeune ou même moins jeune, c'est très bien de marcher. En temps de crise, un trottoir, ça coûte moins cher qu'une nouvelle ligne de tram. Oui, on peut dire ça comme ça. Bien sûr, les investissements pour faciliter la marche à pied ou pour faire une ordonnance pour la marche ou pour le vélo, c'est sans commune mesure avec 1 kilomètre de tramway. 1 kilomètre de tramway, c'est entre 20 et 25 millions d'euros juste pour l'investissement, sans parler du déficit de fonctionnement derrière. Donc c'est vrai que c'est moins cher, c'est économique, mais ça n'a pas été notre motivation première. Qui dit transport dit bien évidemment voiture, on ne peut pas passer à côté. Quelle place vous lui laissez aujourd'hui à cette voiture? Bien, je vais vous répondre très, très franchement. Je pense que l'opposition ancienne, à laquelle j'ai moi-même à un moment donné été sensible, entre utilisation de la voiture et utilisation des transports en commun, comme si d'un côté c'était le bien et de l'autre côté c'était le mal, elle me paraît dépassée. Je crois qu'il faut vraiment raisonner en termes de zone de pertinence des différents modes. On n'aura jamais la possibilité d'investir dans le transport public pour desservir le moindre village du Bas-Rhin ou d'Alsace. Il faut par conséquent développer des politiques d'intermodalité, permettre aux gens qui habitent à 15 ou 20 km de Strasbourg de prendre leur voiture dans un premier temps, mais de les capter en quelque sorte, de les dissuader d'aller jusqu'au cœur de la ville avec leur voiture. Et on a des progrès à faire de ce côté-là, parce qu'on a beaucoup travaillé à Strasbourg sur le cœur de la ville. Aujourd'hui, il faut travailler sur les zones de la première couronne, de la deuxième couronne, les zones périurbaines ou les zones rurbaines. Et ce n'est pas les mêmes problématiques que dans le cœur dense des villes. Roland Ries, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Voilà, notre balade en Alsace s'achève. Du pari piéton fait par la ville de Strasbourg aux voitures futuristes construites dans les montagnes du Doubs, en passant par le développement des transports en commun. Pouvoirs publics et associations imaginent ici des alternatives à une voiture qui fait de la résistance. En attendant la prochaine émission, on reste en contact sur notre compte Twitter. À très bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue. J'ai invité cette semaine Arnaud Le Parmentier et Alain Rodier. Arnaud Le Parmentier, éditorialiste au Monde, a écrit ces Français fossoyeurs de l'euro. Alain Rodier, spécialiste du renseignement, ancien agent de renseignement lui-même, a écrit les triades qui sont les mafias chinoises. Jean-Marie Colombani invite, demain à 23 h sur Public Sénat.
L'islam, deuxième religion de France, forte de 5 à 6 millions de pratiquants, est plus que jamais au centre des débats. C'est à Lyon qu'a été érigée la seconde mosquée de France en 1994, après une décennie de batailles juridiques et politiques. Et aujourd'hui encore, plusieurs projets de salles de prière sont en cours dans la région Rhône-Alpes, où la communauté musulmane est majoritairement issue d'Afrique du Nord. Pourquoi construit-on des mosquées? Et qui pour gérer ces lieux de culte? Nous avons été rencontrer quelques-uns de ces acteurs, à Lyon, à Villeurbanne et à Vaux-en-Velin.